Ce soir, on finira de discuter euh, les éléments fondamentaux du travail de Weinreich et on finira par conclure notre cours, puisqu'il s'agit de la dernière séance. Celle-là est la dernière séance. Et on finira par discuter brièvement un sujet important de la linguistique textuelle, comme celui de l'isotopie. Mais on commencera tout d'abord avec Weinreich et son livre très célèbre, Le temps, le récit et le commentaire. Hier, on a déjà parlé amplement de ce texte. Et aujourd'hui, je vous propose de repartir d'un passage sur lequel je suis tombé là, en relisant quelques pages. Un passage où l'on lit: on peut s'attendre à ce que les temps, pareillement obstinés dans leur emploi textuel, aient un comportement syntaxique analogue. Analogue à quoi? Analogue, dans ce passage, Weinreich était en train de parler des morphèmes de la personne et de l'article. Donc, de tous ces éléments syntaxiques qui ont à faire soit avec la personne, soit avec l'article. Et il dit, Weinreich, donc on peut s'attendre à ce que les temps verbaux, pareillement obstinés dans leur emploi textuel, aient un comportement syntaxique analogue. Analogue à celui des éléments de la personne et de l'article. Pareillement obstinés dans leur emploi textuel. Selon qu'ils signalent commentaire ou récit, donc les deux grandes catégories qu'on a vues hier, ils transforment la situation de communication. Et ce changement d'orientation est, pour l'auditeur, d'une pertinence extrême. Ce ne serait pas le cas s'il n'apportait que des informations touchant au type de situation ou au genre littéraire. La raison de leur ancrage profond dans le procès de communication doit être ailleurs. Cette obstination des morphèmes temporels à signaler commentaire et récit, commentaire ou récit, à chaque endroit textuel, permet au locuteur d'influencer l'auditeur, de modeler l'accueil qu'il souhaite voir réservé à son texte. En employant les temps commentatifs, donc les temps verbaux qui expriment, mieux vaudrait dire qui signalent le commentaire, la présence du commentaire et non pas du récit, je fais savoir à mon interlocuteur que le texte mérite de sa part une attention vigilante. Par les temps du récit, au contraire, je l'avertis qu'une autre écoute plus détachée est possible. C'est cette opposition entre le groupe des temps du monde raconté et celui des temps du monde commenté que je caractériserai globalement comme attitude de locution. Il doit être entendu que celle du locuteur appelle chez l'auditeur une réaction correspondante, de sorte que l'attitude de communication ainsi créée leur est commune. Voici le passage. Alors, il y a plusieurs choses.
Je ne vais pas tout discuter avec vous, mais au moins les choses les plus importantes, on va les discuter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage, hein, qui est particulièrement important et significatif? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que, un premier élément, les temps verbaux sont obstinés. On avait déjà parlé brièvement hier. Dans quel sens? Les temps verbaux sont obstinés dans leur emploi textuel. C'est ce qu'on disait hier à propos du fait que, à chaque fois qu'ils apparaissent dans un texte, les temps verbaux appartenant soit au récit, soit au commentaire, ne cessent de dire, de signifier la même chose, qu'une même chose. Ils ne signifient, à chaque endroit textuel où ils apparaissent, une même chose. Une même chose qui est paraphrasable, dont le sens est paraphrasable par l'énoncé « ceci est un commentaire » ou « ceci est un récit ». Voilà ce que les temps verbaux, à chaque fois qu'ils apparaissent, disent ou signifient. Les deux sont synonymes dans ce contexte. Donc ils sont obstinés. Voilà l'obstination dont il parle Weinreich. Quand Weinreich parle d'obstination, c'est ça. C'est le fait qu'il soit récurrent. Hein, qu'il soit récurrent dans cette signification. Hein, dans cette signification qui est paraphrasable dans un cas par l'énoncé « ceci est un commentaire » et dans l'autre par l'énoncé « ceci est un récit ». Une deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que les temps verbaux signalent commentaire ou récit. Parce que là où il y a du commentaire, il n'y aura pas du récit, et là où il y a du récit, il n'y aura pas de commentaire. Les deux s'excluent mutuellement. Hein? Si un passage présente du récit, ce passage-là ne sera pas du commentaire. Hein? Et réciproquement. Donc les temps verbaux signalent commentaire ou récit. Signal. Donc les temps verbaux sont là uniquement avec cette fonction, celle de signaler. Les temps verbaux sont des signaux de quelque chose. Les temps verbaux signalent la présence, connaît en présence qu'il s'agit d'un récit ou d'un commentaire. Donc, oui, au final, Weinreich a écrit un livre sur les temps verbaux, et tout ce qu'il nous dit des temps verbaux au final, c'est que les temps verbaux sont là uniquement comme signaux. Ils sont là uniquement pour signaler qu'on est en présence d'un récit ou d'un commentaire. Mais ce récit et ce commentaire ne sont pas un récit ou un commentaire sur la base de, grâce à l'emploi de ces temps verbaux. Pas du tout. Donc le récit et le commentaire sont un récit et un commentaire pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la syntaxe et qui n'ont rien à voir avec les temps verbaux. La syntaxe, du moins la syntaxe des temps verbaux, mais aussi de l'article et de la personne, hein, à vouloir suivre Weinreich, la syntaxe ne serait là que pour signaler qu'il s'agit d'un commentaire ou d'un récit. Mais ce commentaire et ce récit trouvent leur raison d'être, leur nature, leur fondement ailleurs que dans la syntaxe. Donc les temps verbaux ne font que signaler, sont des signaux, ont la seule fonction de signaler. Il faut bien retenir ça. Aux yeux de Weinreich. Hein. Une troisième chose, un troisième élément qu'il faut retenir, après ces deux-là que je viens de vous commenter. Troisième chose, c'est que les temps verbaux influencent le procès de communication. Donc déjà, Weinreich, comme beaucoup d'autres auteurs, fait l'hypothèse qu'il y a, puisqu'à ses yeux il y a, donc on emploie le présent de l'indicatif,
un procès de communication en cours, quand il s'agit d'un commentaire ou d'un récit. Donc il y a un procès de communication en cours. C'est une hypothèse assez forte, hein, cela ne va pas de soi. Lui, il le postule. Il dit il y a un procès de communication en cours. Et ce procès de communication est influencé par les temps verbaux. Comment On pourrait se dire, les temps verbaux, on pourrait se dire, du coup, les temps verbaux ont un rôle, autre que celui de signaler banalement la présence d'un récit ou d'un commentaire. Non. Ne soyez pas trop optimiste par rapport à ça. Les temps verbaux, même à cet égard-là, ne font que signaler. Qu'est-ce qu'ils signalent à ce moment-là ? Eh bien, ils signalent à l'auditeur ou à l'interlocuteur, s'il s'agit de l'oral, ou au lecteur, s'il s'agit uniquement de l'écrit. Ils sont là pour faire savoir à l'interlocuteur quelle est la réponse ou la réaction qu'on s'attend retrouver, voir chez lui. Donc, les temps verbaux seraient là pour faire comprendre, encore une fois, signaler à l'autre, le lecteur, l'auditeur, l'interlocuteur, soit qu'il faut être très attentif, puisqu'il s'agit d'un commentaire, soit qu'on peut recevoir le récit, dans le cas du récit, dans l'autre cas, avec plus de détente, avec moins d'attention, avec une attitude plus détachée, plus détendue. Ce sont des mots de Weinreich, c'est pas moi qui ai choisi. Détente, détendu, ou détachement, détaché. Donc, en employant les temps commentatifs, je fais savoir, enfin, l'écrivain ou le locuteur fait savoir au lecteur ou à l'interlocuteur qu'il faut qu'il soit très attentif. Puisqu'il s'agit d'un commentaire. Donc de quelque chose qui a à voir, prétendument, avec on ne sait pas trop quoi, mais avec quelque chose qui a l'air, dans les mots de Weinreich, a l'air plus sérieux, plus complexe, plus intellectuel, plus intelligent. Par contre, si on est face à des temps verbaux appartenant au récit, ces temps verbaux finiraient par signaler au lecteur ou à l'interlocuteur que voilà, il peut prendre une attitude plus détachée, plus détendue. On ne sait vraiment pas de quoi on parle là. Je veux dire, vous vous rendez compte à quel point cette idée est comment puis-je dire, comment cette idée, à quel point cette idée est insaisissable. Du moins son fondement, enfin l'idée en elle-même, elle est parfaitement saisissable. Il suffit de lire ces mots sont clairs, les mots de Weinreich sont clairs, mais on ne comprend pas pourquoi, en vertu de quoi, un commentaire serait très sérieux, très intellectuel et nécessitant de la part de celui qui le reçoit une très grande attention, alors qu'un récit serait n'importe quoi.
serait quelque chose dont on peut perdre un bout par inattention, dont on peut ne pas considérer un entier, que l'on peut, voilà, que l'on pourrait ne pas considérer un entier, que l'on pourrait recevoir de manière plus détendue, moins concentrée. Mais ça, c'est l'idée de Weinreich. Cependant, ça, c'est l'idée de Weinreich. Et nous, on doit la prendre pour ce qu'elle est. Sans pour autant l'accepter pour ce qu'elle, sur la base de ce qu'elle dit. Hein. On la prend pour ce qu'elle est, mais on n'est pas obligé de l'accepter sur la base de ce qu'elle affirme. Bien au contraire. Et donc, voilà. Donc il y aurait cette opposition entre le groupe des temps du monde raconté, les temps verbaux du récit, hein, tout simplement, et les temps verbaux du groupe du commentaire. Et donc, selon Weinreich, les temps verbaux d'un groupe et de l'autre finiraient par influencer le procès de communication en signalant au lecteur ou à l'interlocuteur l'attitude que ce dernier devra prendre vis-à-vis de ce qu'il reçoit, sur la base que ce qu'il reçoit selon que ce qu'il reçoit soit du commentaire ou du récit. Et c'est ce qu'il appelle l'attitude de locution. L'attitude de locution. L'attitude de locution n'est pas celle de celui qui reçoit, est celle de celui qui s'adresse, soit un lecteur, soit un interlocuteur. Faites attention, l'attitude de locution ne concerne pas le récepteur, celui qui reçoit le texte ou le discours. L'attitude de locution est celle qui caractérise le locuteur ou l'écrivain. Donc c'est lui qui s'exprime, c'est lui qui, dès par le fait même d'employer les temps verbaux du commentaire ou les temps verbaux du récit, signale au lecteur ou à l'interlocuteur la nécessité de prendre une certaine attitude vis-à-vis de ce qu'il est en train de recevoir. Mais l'attitude de locution le dit, hein, caractérise le locuteur, non pas l'interlocuteur ou le lecteur. Par contre, l'interlocuteur ou le lecteur doivent prendre à leur tour une certaine attitude qu'on a qualifiée de plus attentive ou de plus détendue, de plus détachée. Très bien. Donc, le commentaire et le récit, je prends encore une minute pour rendre au clair ce point-là. Vous voyez à quel point, chez Weinreich, le commentaire et le récit ne sont là que pour signaler l'attitude de locution. À cet égard-là, dans ce contexte, le contexte le procès de communication, par rapport au procès de communication, autre chose serait le thème de la cohésion textuelle qu'on a vu hier, là où on a dit que le fait que les temps verbaux se répètent produit de la cohésion dans la mesure où la présence de temps verbaux appartenant au même groupe, à un des deux groupes, produit de la cohésion, parce que à chaque fois
ce qui nous est signifié serait quelque chose de l'ordre ceci est un commentaire, ceci est un récit. Ça c'est une chose, et c'est par rapport à la cohésion au sujet de la cohésion textuelle. Mais par contre, par rapport au procès de communication, les temps verbaux ne sont là que pour signaler l'attitude de locution. Donc signaler est un verbe, est un mot particulièrement important dans le lexique de Weinreich, puisque les verbes sont là uniquement pour signaler. Ils sont là pour signaler. Ils sont jamais ils sont jamais constitutifs, ils sont jamais fondateurs, ils ne fondent absolument rien. Ils ne sont pas l'indice à partir duquel on peut comprendre quelque chose de plus par rapport au texte. Ils sont là uniquement pour signaler de façon très univoque la présence d'un commentaire ou la présence d'un récit. Ou par rapport à l'attitude de locution, la nécessité d'être très attentif ou la nécessité ou la possibilité de rester plus détaché, plus détendu. Passons maintenant à ce que je vous avais promis hier, à savoir et on s'arrêtera là-dessus par rapport à Weinreich. Donc, parlons maintenant de ce texte, enfin ce bout de texte, cet extrait, que Weinreich souhaite commenter et qui serait censé, ce texte et son commentaire, le commentaire de l'auteur, les deux ensemble seraient censés nous donner, nous faire voir encore plus, nous faire comprendre encore plus comment les verbes, les temps verbaux s'organisent selon ces deux groupes et comment dans un texte on retrouve soit un groupe, soit l'autre et quelle est l'attitude du lecteur pour le coup, parce que là, puisqu'il s'agit là d'un texte écrit. Donc voilà, quelle est l'attitude que le lecteur doit prendre vis-à-vis du texte. Donc le texte est une nouvelle de Maupassant, et la nouvelle en question a comme titre L'Horrible. L'Horrible. Et qui serait, Weinreich nous dit Weinreich, qui serait un récit dominé par l'horreur. Donc Weinreich nous dit cette nouvelle est un récit qui est dominé par l'horreur. Je vais dire une banalité, mais enfin, je vais faire une réflexion par rapport à une banalité. Il est tout à fait banal d'affirmer qu'un récit parle à comme sujet ce qui est horrible, parce que dans son titre figure le mot horrible. Le fait que la nouvelle de Maupassant s'appelle L'Horrible pourrait ne rien vouloir dire par rapport à ça, pourrait ne rien signifier par rapport à ça. Il y a tout un tas de romans ou de textes ou même d'articles journalistiques ou scientifiques où le titre n'est là que pour soit comme forme de captatio benevolentiae, donc comme tentative de attirer l'attention du lecteur vers cet article et donc le pousser à le lire, qui donc n'a quasiment rien à voir avec le sujet du texte, ou sinon de manière disons plus ironique, le titre pourrait être exactement le contraire de ce que l'article va soutenir, et donc il y aurait un effet de miroir à partir du titre, il y aura quelque chose de malicieux, disons, et ainsi de suite. Donc là par contre, Heinrich nous dit, à partir du titre, on comprend qu'il s'agit d'un récit qui a pour sujet
l'horreur. Hein. Et Heinrich nous dit ça, hein, parce que vous allez le voir, il a déjà en tête, non pas une hypothèse qu'il faudrait vérifier, mais déjà une thèse qu'il faut défendre. Et on va voir tout de suite comment, et donc pourquoi le fait dans son texte de dire tout de suite, oui, il s'agit là d'une nouvelle ayant pour sujet l'horreur, hein, comment cette prise cette notation joue un rôle dans la tentative de Heinrich de défendre une thèse qu'il a déjà établie au préalable, comme il fait assez souvent dans son texte, ou quasiment tout le temps, on peut dire, ce qui n'est pas très scientifique. Voici la nouvelle, enfin le morceau. La nuit tiède descendait lentement. Les femmes étaient restées dans le salon de la villa, les hommes, assis ou à cheval sur les chaises du jardin, fumaient devant la porte, en cercle autour d'une table ronde chargée de tasses et de petits verres. Leurs cigares brillaient comme des yeux dans l'ombre épaissie de minute en minute. On venait de raconter un affreux accident arrivé la veille, 2 hommes et 3 femmes noyés sous les yeux des invités en face, dans la rivière. Le général de J prononça, etc., etc. Voici le morceau textuel. Qu'est-ce qu'il en déduit Heinrich? Il en déduit que dans la description de Maupassant, ils se rendent quand même compte que c'est une description, qu'il s'agit d'une description. L'imparfait y est pour quelque chose. Vous le savez bien. Hein, vous l'avez, la plupart d'entre vous, ceux qui ont travaillé sur Flaubert l'ont dit. Hein, l'imparfait nous donne tout de suite un sentiment de description. Mais donc, Heinrich dit, dans la description de Maupassant, tout respire la détente. Tout respire la détente. Et la détente, on s'en rappelle, est précisément cette l'attitude d'interlocution, non pas de locution, mais d'interlocution, que l'interlocuteur ou le lecteur dans ce cas doit prendre vis-à-vis d'un texte narratif, d'un récit. Et donc le Heinrich dit tout respire la détente. Il dit la soirée est douce, la nuit descend lentement, le repas a été bon, c'est l'heure du café et du cognac, les cigares sont délicieux, on est tranquillement assis en cercle sur les chaises du jardin. Voilà dans quelle atmosphère on se met à raconter. C'est typiquement le cercle où naissent les récits. Rien ne transparaît du malheur, si terrible et si proche encore, qui vient d'être évoqué. La situation de récit n'en est pas atteinte. Elle reste parfaitement détendue et relâchée. Les événements, datant pourtant de la veille, sont filtrés par le récit. Leur horreur en est considérablement émoussée. Donc tout dans ce passage grotesque est significatif. Est significatif en vue d'une description de l'attitude, de la position de Heinrich. Donc on comprend que je vais par ordre, point par point. Tout respire la détente dans la description de Maupassant. Tout respire la détente. La soirée est douce. Là maintenant, je vais vous montrer un exercice qu'il faut faire à chaque fois
qu'on lit un texte, et encore plus quand on lit un texte qui décrit un texte, à savoir l'analyse prétendue d'un texte. Donc, vous devez prendre le texte qui parle du texte et l'interroger et voir comment ce texte peut dire quelque chose par rapport au texte de départ. Donc là, Weinreich nous dit la soirée est douce. Je vais faire un procès aux intentions, donc je vais dire ok, la soirée est douce, on le comprend, enfin Weinreich le comprend à partir probablement de tout un tas d'éléments, moi je dirais de mots surtout, puisqu'on lit dans le texte de Maupassant pour le coup, donc dans le texte de départ, on lit que la nuit était tiède et que la nuit, donc l'obscurité, une petite baisse de température par rapport à la journée, on imagine un silence accru, et bien tout ça, hein, tout ce qu'une nuit de ce type-là, ou la nuit tout court, hein, le mot nuit, le mot, attention, hein, pas la nuit phénomène physique, la nuit dans le monde, la nuit dont on fait voilà, l'expérience, non, pas cette nuit-là, le mot nuit évoque quoi? En termes de trait sémantique, on pourrait dire, la nuit évoque, par exemple, un trait comme plus de silence, hein, plus de silence par rapport à la journée, obscurité, ou de toute manière, moins voir que pendant la journée. Plus de fraîcheur que pendant la journée, voire plus de fraîcheur que l'après-midi qui la précède. Et c'est le mot nuit qui nous dit tout ça. Donc là, on lit que la nuit est tiède, donc il y a cet adjectif qui nous fait comprendre qu'il ne fait pas froid, et que la nuit descend lentement. Donc il y a l'adverbe lentement qui nous montre que la nuit descend d'une certaine manière, particulièrement rassurante dans cet énoncé-là. Hein? Parce que quelque chose qui descend lentement, c'est quelque chose qui linguistiquement ne laisse pas de place, dans cette formulation-là, à une forme d'inquiétude. Du moins dans ce passage-là, attention, hein, parce que lentement ou descendre ces deux mots-là peuvent tranquillement, dans un autre passage construit autrement, signifier quelque chose d'inquiétant, par exemple. Mais dans ce cas-là, la nuit est tiède et descend lentement. C'est sûr que la scène décrite et les mots employés pour la décrire ne sont pas inquiétants. Donc Weinreich en déduit que la soirée est douce. Ok. Il en déduit que, de ce passage, il déduit que le repas a été bon. Alors que rien ne le dit. Rien ne le dit. Rien ne dit que le repas a été bon. Mais ça, vous voyez, c'est Weinreich, lecteur, et non pas analyste, commentateur, scientifique, qui parle, qui écrit. C'est Weinreich, rêveur. C'est Weinreich, lecteur, qui rêve. Hein, rêveur. À partir d'un texte qui est plus ou moins évocateur. À ses yeux, ou à ses oreilles. Mais vous voyez, le repas était bon. Non. On n'en sait absolument rien, strictement rien. Mais il a déjà, vous voyez, il s'est déjà fait laisser piéger par le texte. Pardon, non seulement par le texte, mais surtout par lui-même, par la réception du texte, la réception personnelle qu'il est en train de faire, de réserver au texte. Hein, il s'est déjà laissé piéger par lui-même. Le repas était bon, on n'en sait rien. C'est l'heure du café et du cognac. Donc il en déduit, et comment il sait
qu'il s'agit de l'heure du café du cognac. Il déduit de tasses, la table ronde est chargée de tasses et de petits verres. De tasses, du mot tasse, hein, il a l'air de déduire qu'il s'agit de café, qu'il est l'heure du café. Dans un autre contexte, on aurait pu dire thé, et là aussi, on ne sait pas, ou de tisane. Mais bon, on comprend pourquoi elle dit café. Et du cognac, et il veut dire des eaux de vie, quoi, des liqueurs, hein, qui arrivent en fin de repas. Donc au final, probablement, voyez comment il est introduit dans son analyse. Il dit le repas a été bon. A été bon. C'est l'heure du café du cognac. Donc l'heure du café du cognac, on pourrait paraphraser ce passage de Weinreich, non pas de Maupassant, mais de Weinreich, par un énoncé du type en fait, ça ne fait que répéter le repas c'est terminé. Hein, le repas est terminé. Les personnes ont terminé leur repas. Les cigares sont délicieux. Ça, là aussi, on n'en sait rien. Rien ne le dit. On ne lit qu'une chose, à savoir que les cigares brillent dans la nuit. Que les cigares brillent dans la nuit. Hein, que la lueur du feu qui produit par le fait d'aspirer dans le cigare, cette lueur brille dans la nuit. Comme des yeux. Alors, étonnamment, vous voyez, il y a les cigares qui brillent dans la nuit comme des yeux. Je ne sais pas ce que vous entendez vous, mais si quelqu'un vous dit j'ai vu des yeux dans la nuit, j'ai vu des yeux briller dans la nuit, il n'y a rien de rassurant. C'est même très menaçant. On peut le paraphraser par il y a une présence cachée, il y a une présence dont on s'aperçoit à peine. Donc s'inquiéter. Mais lui, vous voyez, il est tellement pris dans son rêve de lecteur, et non pas de commentateur, pour le coup, qu'il perd de vue le fait que les cigares, qu'il qualifie de délicieux alors qu'on n'en sait strictement rien, que les cigares brillent dans la nuit comme des yeux. Et quelque chose qui brille comme des yeux dans la nuit est quelque chose qui est fortement menaçant. Mystérieux, donc menaçant. Donc en partie, au moins en partie menaçant. Il oublie ça. Hein, il se concentre uniquement sur le fait. Il imagine ses cigares et il se dit bon, cigare donc bon. Ce qui est tout à fait subjectif. Le mot cigare ne dit pas, ne signifie pas cigare donc bon. Le schéma, le trait, si vous voulez, sémantique, relié par un connecteur argumentatif du type de donc, cigare donc bon. Hein, je fais même l'hypothèse que le mot cigare lui-même, ne contient que l'alternative même entre bon et mauvais, à savoir cigare donc bon ou cigare pourtant neg bon. Hein, donc le cigare peut être tout aussi bon que mauvais, tout aussi bon que mauvais. Le mot cigare ne présente que l'alternative même entre donc bon ou pourtant neg bon. Hein, ne pas être bon. Neg bon, c'est la négation de bon. On est tranquillement assis en cercle sur les chaises du jardin. Je ne sais pas d'où il sort tranquillement. D'où il sort cet adverbe. Probablement c'est le mot à cheval sur les chaises, assis ou à cheval sur les chaises, qui lui suggère ça. Les hommes dont il est question là sont assis ou à cheval sur les chaises. Donc à cheval sur les chaises, probablement c'est
cette locution-là lui permet d'entendre quelque chose du type détente, hein, attitude détendue, informelle, relâchée. Ça serait un peu comme dire, ça serait du même ordre que les manches de la chemise remontées. Voilà. Vous voyez, c'est typiquement l'attitude des hommes d'affaires ou des politiques quand ils veulent se montrer détendus, relâchés, dans un moment de détente, dans un moment de pause, hein, vrai ou fausse, hein, cette pause, cette détente. Hein, mais le message que tu veux envoyer au moment où tu te montres ou que tu te décris les manches de la chemise remontées, le message que tu veux envoyer, vrai ou fausse que cette détente, que cela puisse être, le message que tu veux envoyer, c'est je suis détendu. Peu importe la réalité des faits, mais ce que tu dis, c'est je suis détendu. Ou regardez-moi, je suis détendu. Donc c'est ça qui lui fait entendre tranquillement. Et il rajoute, donc là il commence, il a l'air d'arrêter sa description et de commencer une sorte d'analyse ou de commentaire de cette description. Il dit, voilà dans quelle atmosphère on se met à raconter. L'on se met, je pense qu'il fait référence au texte, hein, pas on se met à raconter un présent de vérité générale, hein, un présent de l'indicatif de vérité générale. Je ne pense pas qu'il parle de ça. On se met à raconter. Je pense qu'il fait référence là, dans ce cas-là, je suis assez sûr qu'il fait référence au texte. Mais par contre, il fait un pas de plus, juste après, et il dit, c'est typiquement le cercle où naissent les récits. Donc vous voyez, là, tout de suite, il passe du texte à une connaissance encyclopédique du monde. Il dit, du moment que, assez souvent, dans le monde, les récits commencent comme ça, naissent de ce contexte-là. Voici que même dans le texte, le récit va naître à partir de cette ambiance. Il y a ça c'est un point. Ou un deuxième point, ça serait de dire, et je pense qu'il est tout aussi présent, puisque Weinreich s'intéresse au genre, à la question du genre, il dit, vous voyez, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce que la littérature assez souvent nous dit, par rapport à, surtout une certaine littérature, hein, celle des contes et des nouvelles, des contes moraux et des nouvelles. Donc c'est comme ça qu'on commence à raconter. Hein. À chaque fois, quand on a une nouvelle ou un conte moral, il y a des personnages qui se mettent en cercle et dans une atmosphère assez détendue. Hein. Donc il fait référence à deux choses qui n'ont rien à voir avec le texte, mais qui ont à voir avec une certaine connaissance encyclopédique qu'on a du monde, pour justifier son propos. Mais qui est un propos qui est censé être linguistique et textuel et non pas encyclopédique. Vous voyez déjà les apories, les idiosyncrasies de ce type d'approche que je vais maintenant vous montrer encore plus. Il continue en disant, rien ne transparaît du malheur, si terrible et si proche encore, qui vient d'être évoqué. Rien ne transparaît du malheur, il dit. Alors, on a déjà vu le rôle des yeux, mais voilà, il oublie ça. Il ne voit pas ça, il n'entend pas. Donc il dit, rien ne transparaît du malheur. Mais si c'était que ça, on pourrait s'arrêter dans notre critique du passage. Non, il dit, la situation de récit n'en est pas atteinte. La situation du récit n'en est pas atteinte. La situation de récit n'en est pas atteinte. N'est pas atteinte par le malheur. Elle reste, la situation de récit reste parfaitement détendue et relâchée. Les événements, datant pourtant de la veille, sont filtrés par le récit. Leur horreur en est considérablement émoussée. Pourquoi il dit ça? Il est obligé de dire ça parce que ce qu'on lit juste après, comme par hasard, juste après la métaphore, enfin l'image plutôt, des yeux, des cigares qui brillent comme des yeux dans la nuit, juste après cette métaphore, hein, vous le remarquez bien, juste après ça, le texte de Maupassant dit
On venait de raconter un affreux accident arrivé la veille. 2 hommes et 3 femmes noyés sous les yeux des invités en face dans la rivière. Donc, on a souvent parlé dans notre cours d'enchaînement, de loi d'enchaînement, ça moins, loi d'enchaînement, mais on a fait référence à ça, de suite textuelle, de d'énoncés qui font suite, qui suivent un énoncé de départ et qui le suivent d'une certaine manière parce qu'il y a cet énoncé de départ et non pas un autre énoncé de départ. Que tout énoncé influence ce qui va suivre d'une manière ou d'une autre, ce qui ne nous empêche pas de revenir en arrière, de changer de direction, mais ce qui nous oblige linguistiquement à rendre compte de ça. Par exemple en utilisant un connecteur du type transgressif, du type de mais, pourtant, cependant, malgré cela, nonobstant, voilà. Donc le fait d'utiliser ce connecteur argumentatif est dû au fait que on est en train de soit de nuancer un propos, soit de faire demi-tour, soit carrément de dire, vous voyez, par exemple dans un exemple célèbre, il est de droite mais gentil. C'est du Croce. Il dit à un moment donné, je suppose que à son époque le fait d'être de droite dans ce milieu-là était assez douteux, ou soulevait des doutes quant à la gentillesse, à la bonté humaine du locuteur, c'est lui dont on parle, et donc le locuteur était obligé de dire il est de droite mais gentil, donc, parce que on s'attend à ce que quelqu'un de droite ne soit pas gentil. C'est précisément parce qu'il y a cette attente-là, ce que Ducrot appelait à l'époque, à un moment donné, un topos, un lieu commun, si vous voulez. C'est pas tout à fait, mais voilà, topos qui veut dire lieu. En français, on a gardé lieu commun, et même Ducrot parle de topos comme de quelque chose qui relève d'un emploi fréquent et partagé de la part d'une communauté de locuteurs. Alors c'est pas vraiment un lieu commun, ne retenez pas ça, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais voilà, dans topos il faut entendre quelque chose de l'ordre du lieu commun dans la mesure où c'est partagé, c'est quelque chose, c'est une opinion partagée, pas opinion au sens au sens logique, mais opinion au sens de suite argumentative, selon les mots de Ducrot, une suite argumentative partagée, que tous les locuteurs plus ou moins partagent. Donc à partir de droite, votant de droite, il faudrait en déduire, tout le monde en déduirait, si on s'arrêtait là, que la personne en question est par exemple égoïste, ou arrogante. Alors que non, vous voyez, il est de droite mais gentil, il est de droite mais sympa. Bon, revenons là chez nous. Ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, donc on a souvent parlé de suite, d'enchaînement de suite, d'énoncés qui suivent d'autres énoncés de départ, un certain énoncé de départ. Et alors, vous le voyez là, si on applique cette logique, vous voyez bien que Maupassant construit son texte d'une certaine manière. Il dit les cigares brillaient, il emploie cette image, les cigares brillaient dans la nuit comme des yeux, comme des yeux, voilà, ou 2 yeux. Et juste après, il nous introduit, il introduit dans son texte et il nous introduit à ce fait horrible qu'est la noyade, le fait que ces 5 personnes soient noyées juste en face. Et donc on venait de raconter un affreux accident. Il est affreux accident. C'est non seulement un accident, mais c'est un affreux accident.
Donc il y a dans cet enchaînement, bien évidemment, enchaînement pas en sens technique, mais enchaînement dans cette suite textuelle, si vous voulez, voilà, suite textuelle, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inquiétude. Et par contre, Weinreich dit, le texte a la dimension de récit du texte, de ce texte, n'est pas atteinte. L'horreur est considérablement émoussée par la dimension de récit de ce texte, qui est un récit, qui par ailleurs est un récit, mais la dimension de récit, hein, donc attirant, c'est pour ça que je vous dis, la dimension de récit de ce récit, qui est par ailleurs un récit, ce texte, la dimension de récit ne coïncide pas avec le fait que le texte soit effectivement un récit. Le texte est un récit, mais ce qui importe à Weinreich dans ce passage-là, c'est de dire que la dimension de récit, donc cette dimension attirant, demandant de la part du lecteur une certaine attitude détendue, relâchée, voyez, cette dimension de récit finirait par atténuer l'inquiétude que par contre le récit, le morceau textuel ainsi construit est en train de développer. Donc Weinreich, vous voyez là la contradiction chez Weinreich, il dit la dimension de récit influence ce récit, influencerait ce récit, alors que ce n'est pas le cas, c'est pas du tout le cas. Il dit la situation de récit n'est pas atteinte, elle reste parfaitement détendue et relâchée. À ce moment-là, on ne comprend plus s'il est en train de dire que le récit, hypothèse numéro 1, que le récit est détendu et relâché, que ce récit est détendu et relâché, et si oui, sur la base de quoi? Probablement des mots qu'ils emploient, mais il n'a pas l'air de regarder vraiment les mots, donc il fait référence probablement à quelque chose d'autre. Mais donc ça c'est l'hypothèse numéro 1. Le récit est détendu et relâché parce qu'il est détendu et relâché. Ou ce récit étant un récit, enfin sachant que ce texte, et le sachant a priori, au préalable, que ce texte est un récit, alors du coup ce texte est, comme tout récit, détendu et relâché. Donc il y a une atmosphère de détente et de relax. Moi je pense que c'est la deuxième hypothèse, celle que Weinreich défend. Ce qui est encore plus grave, parce que, comme vous pouvez voir, le récit dit une chose, et qui n'est pas... le récit mélange, précisément, se construit, est bâti sur cette coexistence, sur cette suite qui voit d'un côté un repas qui se termine tranquillement, une nuit qui est tiède, un jour qui disparaît tranquillement, une nuit qui descend lentement, et ainsi de suite, des hommes assis dans une position de détente et d'informel, et informel, sans formalité. À tout cela fait suite dans le texte de Maupassant. Le récit, dans le texte de Maupassant, le récit d'un accident affreux qui est qualifié d'accident affreux. Donc non seulement un accident, mais un accident affreux. Et affreux, l'adjectif affreux, dans ce cas-là, agit comme un modificateur réalisant, selon la définition de Ducrot, à savoir un élément, dans ce cas c'est l'adjectif affreux, qui renforce l'applicabilité du prédicat, qui dans ce cas est le mot, le substantif accident. Donc c'est un accident affreux, c'est quelque chose, c'est quasiment plus qu'un accident, c'est un accident dont les conséquences sont redoutables. Et donc Maupassant a cette atmosphère de détente initiale, fait suivre l'introduction dans son récit à lui, de cet accident affreux, et le fait, je pense qu'il y a
Maupassant, l'écrivain, introduit cette suite inquiétante par le biais par l'emploi de cette image qui quasi cinématographique, on pourrait dire, où vous voyez la lumière, la lueur des cigares qui est censée éclairer l'obscurité de la nuit, en fait, ne fait que rendre l'ambiance plus inquiétante dans la mesure où cette lueur est associée ou est comparée à la lueur de deux yeux furtifs et d'animal, parce que ce sont surtout les yeux des bêtes farouches, j'aurais envie de dire, qui brillent comme ça dans la nuit, certainement pas les yeux d'un homme, qui n'ont pas la même lueur, mais ce sont les yeux d'un fauve qui brillent dans la nuit de cette manière-là. Et donc cette image, cet enchaînement entre le geste, comment dire, quasiment oisif, de plein plaisir oisif, de fumer un cigare, d'aspirer la fumée d'un cigare, l'effet produit par le fait d'aspirer cette fumée de cigare oisivement, dans un moment de détente, produit dans le texte est relié à cette image inquiétante de quelque chose qui se cache dans la nuit et qui nous observe. Il n'y a rien de tout cela dans le commentaire de Weinreich. Weinreich dit, et c'est ça qui est absolument, et je vais m'arrêter là-dessus, ce qui est particulièrement significatif et quoique décevant dans la lecture que Weinreich fait de ce texte, de la description que Weinreich fait de ce texte, puisqu'il ne s'agit certainement pas d'une analyse, on vient de le voir, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Mais même la description de Weinreich est très mauvaise, dans la mesure où elle est complètement à côté de la plaque. Weinreich est en train de défendre sa thèse à lui, à savoir que, et voilà le point essentiel, ce qu'il faut retenir, entre autres, c'est que pour lui, le récit est un récit a priori, au préalable. On sait qu'un texte est un récit au préalable, sur la base de tout un tas de connaissances du monde encyclopédique, déjà de lieux communs, Maupassant, oui, du coup, Maupassant, c'est ni des mémoires, ni des orations funèbres. Il s'agit de nouvelles, de récits, par exemple. Et oui, c'est du Maupassant, donc du coup, c'est du récit. Étant du récit, il va y avoir des signaux, bien évidents, du récit. Et tout ce que l'on trouve dans ce récit, qu'on savait déjà être un récit avant même de l'avoir lu, doit coller avec l'idée qu'on a du récit, que Weinreich a du récit, à savoir cette idée de détente, et de lecture détendue, de réception détendue et relâchée, que Weinreich associe au récit. Mais comme vous voyez, un récit est beaucoup plus que ça, bien au contraire. Je veux dire, un récit est libre d'être ce qu'il est, ce que son écrivain lui a intimé d'être, je veux dire, en l'écrivant d'une certaine manière, alors que là, et ça c'est la faiblesse pour moi la plus forte de cette approche dont je tenais tout de même à vous parler, mais la faiblesse la plus forte de cette approche, c'est de faire coïncider un texte, n'importe quel texte, avec une idée créée au préalable concernant le commentaire ou le récit. Ce serait comme dire tout commentaire est sérieux, doit être lu d'une manière sérieuse, demande de l'attention, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, tout récit est quelque chose qu'on peut lire un peu comme ça, de façon hâtive, ce que Weinreich fait. Donc il a le mérite vraiment, au moins il a le mérite d'être cohérent avec quelques-uns de ses propos. Donc quasiment tout ce qu'il dit est faux, mais au moins le gars est intègre, comme être moral. Donc la faiblesse la plus forte, c'est de coller
à tout récit une certaine idée qu'on s'est faite du récit. Et donc tout récit suivra cette idée qu'on s'est faite du récit comme genre, hein, du récit comme genre, comme forme d'expression, comme forme langagière, comme forme de communication. Hein. Et ça, c'est la faiblesse la plus forte de l'approche de Weinreich. Cela dit, voilà, pourquoi je voulais parler de tout ça, c'est parce que on ne lit pas un texte uniquement pour apprendre à partir de ce que ce texte dit. On lit un texte aussi pour apprendre à partir de ce que ce texte ne dit pas, ou de ce que ce texte, à partir de ce que ce texte dit de façon maladroite, ou à partir même de ce que ce texte dit de façon, comment dire, très peu fondée. Hein. Donc la critique d'un texte qui ne se tient sur, voilà, n'est bâti sur rien, si ce n'est que une certaine opinion, hein, pour le coup, là, opinion personnelle, subjective, hein, un certain rêve de son auteur. Hein, le fait de critiquer un texte nous permet déjà d'acquérir des outils, de mettre la main sur certains phénomènes textuels qui sont néanmoins là, hein, même dans une analyse fausse. Et voilà. Et bon, de toute manière, je vous laisse avec cette blague que j'aime beaucoup. N'oubliez pas, même une montre cassée, hein, même une montre qui s'est arrêtée complètement, qui ne tourne plus, 2 fois par jour indique l'horaire exact. Donc voilà, ne vous arrêtez pas à la critique que j'ai formulée de cette réflexion, par rapport à cette réflexion, hein, la critique que j'ai élaborée par rapport à cette réflexion. Certes, j'aimerais bien que vous rappeliez de tous les points obscurs, voire complètement faux, que je viens de vous montrer, mais voilà, au-delà de ça, ce n'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on peut pas apprendre quelque chose à partir de ce que l'on critique. Hein. Donc le texte ou les réflexions de Weinreich nous permettent tout de même, hein, de pousser plus loin la réflexion et d'acquérir tout de même des outils ou même des attitudes, des réflexes, hein, ne serait-ce que par opposition, hein, par contraste, qui vont nous servir dans l'analyse des textes. Donc on a fini avec Weinreich. Je vous avais dit qu'on aurait parlé un peu d'isotopie. Je vais le faire très rapidement. Pourquoi très rapidement ? Parce qu'on n'a plus de temps, parce que j'ai déjà parlé beaucoup, parce que je vous ai déjà infligé quelques heures en plus de séminaire, de cours, pardon. Ça c'est une raison banale, mais assez efficace. Et l'autre raison, c'est que le sujet de l'isotopie, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, hein, ces dernières années, et dont je suis un très grand spécialiste, est un sujet qui me tient à cœur, et que donc je ne peux pas vous raconter de façon comme ça fugace ou légère. Une troisième raison, et on va du moins sérieux au plus sérieux, une troisième raison, c'est que la notion d'isotopie est une notion qui, loin de vous aider dans le traitement des textes, a quelque chose qui pourrait même vous empêcher de faire ce que vous avez su faire, la plupart d'entre vous ont su faire à l'occasion de la dernière analyse de texte, à savoir de bien regarder les mots et de ne pas se laisser biaiser par une théorie conçue au préalable et qui au final nous éloigne très souvent des textes. Cela dit, l'isotopie, je vais quand même vous dire 2 mots par rapport à l'isotopie, vraiment 10 minutes, pas plus. La théorie de l'isotopie est une théorie très célèbre. La célébrité n'a rien à voir avec l'intérêt, hein, qu'une théorie ou qu'une personne, hein, qui est célèbre peut susciter, hein, mais
Je vous dis, ça c'est juste une observation comme ça, disons ça, d'actualité, disons, d'actualité. Donc c'est une théorie très célèbre, c'est une théorie très glosée, très commentée, très employée même aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre. C'est une théorie qui donc se concentre, et le mot le dit, ce n'est pas par hasard qu'ils ont utilisé ce mot qu'un français ne veut quasiment rien dire du côté textuel ou linguistique, ne voulait quasiment rien dire, ne voulait rien dire, absolument rien dire du côté textuel et linguistique avant. Isotopie, c'est quelque chose qui a à faire avec la chimie, avec la science, avec la chimie, avec la physique. Isotopant, l'idée de l'adjectif isotopant, ou isotope, etc. Ce sont des mots qui sont associés à des choses très spécifiques en science. Pourquoi isotopie? Isotopos. Isotopos. On a parlé de topos tout à l'heure, la théorie des topoi, d'Inscombre et de Ducrot. Topos, lieu. Isotopos. Non, je vais un peu vite, mais le même lieu. Il y a cette idée dans la notion d'isotopie que à différents endroits du texte, nous devons retrouver le même trait sémantique. Grosso modo, c'est ça. Et la théorie de l'isotopie, donc, est une théorie qui a été formulée une première fois dans les textes, dans les œuvres, dans les ouvrages d'un linguiste de l'école de hautes études en sciences sociales, de l'HESS, un linguiste de Lituanie qui s'appelait Greimas, Julien Greimas, et qui a parlé d'isotopie dans sa sémantique structurale. Et il s'agissait d'un structuraliste, d'un auteur qui se revendiquait du côté du structuralisme, de ce courant très, très, très célèbre à l'époque. Donc c'est quelque chose qui date des années, disons, plus ou moins 70, fin 60 et 70. Donc Greimas à l'EHESS commence à parler d'isotopie, il donne une définition d'isotopie, après il y a des épigones ou des élèves qui repartent de la leçon de Greimas, et en particulier il y en a un qui est vivant et assez connu, qui est François Rastier. Donc la notion d'isotopie est associée à ces deux auteurs surtout. Et pourquoi elle parle d'isotopie? En quoi l'isotopie pourrait nous aider, ou pourrait vous aider, ou pourquoi parler dans un cours qui s'appelle Discours et texte 3, et dont le sujet est au final la linguistique textuelle, lato sensu, c'est-à-dire dans une acception plus large, assez vaste. Pourquoi parler d'isotopie par rapport à la linguistique textuelle ou à l'analyse des textes et des discours? Parce que l'isotopie est un outil que Greimas et Rastier utilisent pour rendre compte d'un phénomène linguistique qui intéresse tous les bons linguistes, à savoir l'unité de sens. L'unité de sens. L'unité de sens est un thème essentiel chez les linguistes, chez les philosophes, et ainsi de suite. Comment garder cette unité de sens? Surtout, comment garder cette unité de sens dans un endroit, qui est celui du texte, où, à coup sûr, beaucoup de choses sont dites de manière différente. Il y a beaucoup de manières de dire la même chose, il y a beaucoup de manières de reformuler quelque chose, des choses sont reformulées, des choses sont niées, on oppose certaines choses à d'autres choses encore, et ainsi de suite. Donc la complexité d'un texte, à la fois thématique et plus proprement linguistique, et la complexité linguistique, très souvent, on doit rendre compte de la complexité thématique. Donc la complexité thématique est exprimée par des formes complexes d'expression linguistique.
et bah, tout ça pourrait, bien évidemment, et c'est ce que inquiète entre autres Greimas et Rastier, cette complexité devrait pouvoir mettre en cause et menacer l'unité de sens. Ces deux auteurs raisonnent ainsi pour une raison assez importante, c'est que ces deux auteurs ont le mérite de s'intéresser au texte et ont le mérite de s'intéresser au phénomène herméneutique. Donc l'herméneutique est cette branche, si vous voulez, de la philosophie, mais pas que, voilà, qui correspond à l'exégèse, donc à l'interprétation, si vous voulez, des textes. Je laisse de côté les discussions de nature philosophique ou historique de ce mot, mais voilà, ils sont dans une perspective herméneutique, ces gens-là, et donc ils s'intéressent à l'interprétation. Et la preuve en est que un des textes, le texte peut-être le plus connu et le plus lu de Rastier, s'appelle Sémantique interprétative. Donc si Greimas restait du côté de la sémantique structurale, Rastier rend clair à partir du titre que un de ces objets seront, et lui pour le coup il le fait vraiment, c'est pas juste le titre, on rigolait tout à l'heure, on se moquait tout à l'heure de ces textes qui disent une chose, qui énoncent une chose dans le titre et qui ensuite font autre chose. Non, dans le cas de Rastier, il essaye de regarder des textes, surtout. Où il essaie de regarder aussi des textes. Et donc, on est dans une perspective interprétative. Il faut interpréter. Et donc, le fait qu'il faille interpréter vient du fait que les textes sont complexes, sont des entités complexes, sont des entités assez difficiles à comprendre dans leur globalité, dans leur sens global, et où on a l'impression que, par moments, pas tous les textes, mais je veux dire, où on peut avoir l'impression, chez certains textes, que l'unité de sens soit mise en question, voire rompue par certains gestes, à la fois langagiers ou thématiques. Et donc l'idée, la tentative est de rendre compte de l'unité de sens des textes. Quelle est la réponse? Je vais un peu vite. Si quelqu'un de vous a des questions ou a envie de pousser plus loin la lecture ou la compréhension de l'isotopie, soit il peut parler avec moi, il peut m'écrire, soit il peut lire quelque chose en plus par rapport à la question de l'isotopie. Quelque chose de plus. Et donc, quelle est la réponse? Je vais vite, mais sans pour autant être approximatif. Quelle est la réponse que ces auteurs-là donnent à la question de l'unité de sens et de la mise en question de l'unité de sens? La réponse qu'ils donnent est la suivante. Il y a l'isotopie. Contre la perte de l'unité de sens dans les textes, dans les discours, résiste contre ce phénomène de perte d'unité de sens, résiste l'isotopie. Donc l'isotopie résisterait à cette perte, serait le remède contre cette perte. L'isotopie, c'est ce qui permettrait, l'isotopie dans toutes ses formes, des plus simples aux plus complexes, ce qu'on appelle les faisceaux d'isotopie ou les polyisotopies. Parce que vous comprenez bien, une isotopie par exemple, ça serait la récurrence obstinée d'un même trait sémantique, un et un seul, dans tout un texte. Alors imaginez un texte mais déjà un texte de quelques pages, s'il n'y avait qu'un seul trait isotopant à l'œuvre, on aurait un texte d'une banalité, aussi d'une niaiserie et même d'un ennuyeux, quoi. Donc d'une banalité, d'une niaiserie absolue et ennuyeux à souhait.
Et donc, les auteurs d'isotopie disent, bon oui, mais il n'y a pas qu'un seul trait, il y a plusieurs traits. D'où l'idée de polyisotopie. Poly, hein, plusieurs, en grec. Hein. Et donc, il peut y avoir plusieurs isotopies à l'œuvre. Et ces isotopies peuvent, donc on complexifie encore plus, ces auteurs-là complexifient encore plus leur approche. Ils disent, non seulement il peut y avoir des polyisotopies à l'œuvre en même temps, mais il peut y avoir même des faisceaux d'isotopie. Donc des faisceaux d'isotopie, à savoir ces isotopies, hein, ces traits isotopants, ces SEM isotopants, seraient dans des rapports complexes. Hein. Par exemple de dérivation. Donc un des deux SEM découlerait de l'autre. C'est le cas, dans un exemple célèbre de Rastier, des traits ordre et abondance. Des traits ordre et abondance. Le trait abondance dériverait du trait ordre. Donc il n'y aurait pas d'abondance sans ordre. L'ordre serait la condition nécessaire à la présence de l'abondance. Voilà un exemple de faisceau d'isotopie et de polyisotopie, qui est une sous-catégorie de la polyisotopie. Donc il y a là, dans ce cas-là, il y en a deux, hein, de traits isotopants. Traits isotopants, ça veut dire traits produisant de l'isotopie, hein, garantissant l'isotopie dans un texte. Donc il y aurait deux traits et dans une relation particulière qui est celle de dérivation que je viens de vous expliquer. Et donc l'idée c'est que en texte, que le texte se fonde et tienne grâce à l'isotopie, à savoir donc grâce à la répétition sans relâche, comme dans le cas de Weinreich pour les temps verbaux, de la répétition sans relâche des mêmes traits isotopants tout au long du texte. Tout au long du texte. Si dans un passage on ne retrouve pas ces mêmes traits isotopants, soit il y a une rupture d'isotopie, soit on a plus de mal à rendre compte de ce passage. La tentative de rendre compte de ces passages où l'on ne retrouve pas du tout les mêmes traits isotopants, ni une rupture d'isotopie, qui est tout de même une réponse possible, hein, le simple fait de dire il y a une rupture d'isotopie, de l'isotopie, suffirait à montrer que cette isotopie-là ou ces isotopies-là ne sont plus à l'œuvre, et que donc du coup quelque chose d'autre se passe. Mais quand il n'y a pas de rupture d'isotopie évidente et quand il n'y a pas non plus la présence de ces traits isotopants, alors là, à ce moment-là, les auteurs de l'isotopie, qui parlent d'isotopie, ont plus de mal à décrire le passage. Et donc ils tombent dans tout un tas d'explications plus ou moins farfelues pour arriver à retrouver le même trait isotopant. Alors, laissons de côté les critiques qu'on peut adresser à la théorie de l'isotopie et à ces tentatives farfelues de garder toujours cette idée d'isotopie, de récurrence, hein, de répétition. Mais voilà, ce qui m'intéresse, et je m'arrêterai là-dessus, donc encore 2 minutes et après on aura terminé notre cours. L'idée d'isotopie est fondée sur l'idée de répétition. Il n'y a pas d'isotopie sans répétition. Et la cohésion d'un texte se fonde sur la répétition des mêmes traits sémantiques tout au fil du texte. Vous voyez la contrainte énorme que la notion d'isotopie impose à ceux qui l'utilisent. Donc un texte, pour être cohésif, hein, et pour tenir, aurait besoin de répéter tout au long de son développement les mêmes traits isotopants. Alors il peut y en avoir plusieurs, bien évidemment, mais est-ce que vraiment on a besoin de répéter les mêmes traits tout au long d'un texte pour que le texte tienne? Ça c'est la question centrale. Question à laquelle les théoriciens de l'isotopie n'arrivent pas à répondre, bien évidemment, tellement sont
sont obligés de s'accrocher à cette notion tellement ils s'accrochent à cette notion d'isotopie, donc ça les oblige, cette attitude-là les oblige bien évidemment à ne pas prendre en compte tout un tas d'autres phénomènes qui sont à l'œuvre. Et donc la notion d'isotopie est fondée sur l'idée de répétition. Et cette notion d'isotopie est tellement liée à la notion de répétition qu'au bout d'un moment, même des auteurs qui ne sont pas nécessairement contre l'isotopie, n'ont rien contre l'isotopie, et sont même très inclins à admettre la possibilité qu'il y a de l'isotopie, comme par exemple Jean-Michel Adam. Jean-Michel Adam, dans sa linguistique textuelle, il a l'air, sans le dire explicitement, par politesse académique, mais il a l'air de se demander mais comment ça se fait si un texte ne tient que grâce à la répétition de certains traits isotopants, un nombre plus ou moins élevé de traits isotopants, comment ça se fait comment un texte peut progresser, et cette notion de progression qui est un élément important, central dans tout texte, et on l'a vu, et vous l'avez vu directement de visu, en analysant les textes, vos textes ou Flaubert, bien sûr, à un moment donné, il y a quelque chose linguistiquement qui nous dit que là, le texte avance, l'intrigue avance, il y a un passage à autre chose, on rentre dans une autre scène, dans un autre contexte. Le texte doit avancer d'une manière ou d'une autre, doit avancer. Et tout récit, toute narration a besoin d'avancer, à la fois donc de conjuguer à la fois cohésion et progression, et avancement et développement. Et le fait d'avancer, de progresser, certainement ne pourra pas être lié à la notion d'isotopie. Et là, donc, une deuxième et autre grande question liée à la notion d'isotopie, comment on fait pour accepter l'idée qu'un texte tient uniquement grâce à la répétition de certains traits, d'un certain nombre de traits plus ou moins élevés, si de l'autre côté on a aussi l'exigence, on doit aussi conjuguer avec ça, tempérer ça avec l'exigence propre à tout récit et à tout discours même, à tout récit, à tout discours, à tout texte, d'avancer, de progresser à un moment donné, de passer d'un élément à un autre. Que cet élément soit thématique ou une scène, donc un élément proprement de la structure ou autre chose, peu importe, je veux dire, ça peut être le sujet, ça peut être la scène, ça peut être un autre élément d'ordre sémantique, et ainsi de suite. Mais voilà, la notion d'isotopie est fondée sur cette notion de répétition. Et cette notion de répétition est quelque chose que tous les auteurs qui partent de la notion d'isotopie, cette notion leur est chère, et c'est une notion à laquelle personne, à ma connaissance, est prêt à renoncer. Si on renonce à cette vision-là, à cette notion-là, donc à la notion de répétition, tous les utopies s'écroulent, et on a vu qu'il y a une rupture des utopies, précisément parce qu'il n'y a plus d'isotopie, il n'y a plus cette répétition, cette récurrence d'un même trait ou des mêmes traits isotopants, et donc il y a une rupture d'isotopie. Et au moment où l'isotopie s'arrête, on a du mal à voir dans ces textes-là, donc les textes des isotopistes, disons, on a du mal à voir comment on peut à ce moment-là garantir une certaine idée de cohésion. Voici pour ce qui est de la notion d'isotopie. Je pense avoir plus ou moins vous avoir dit plus ou moins tout ce qu'il fallait dire. Je sais, par rapport à la notion d'isotopie, une demi-heure de discussion ne suffit pas sans exemple. En plus, je n'ai pas commenté des exemples, je n'ai pas commenté des passages. Je sais que ça ne suffit pas à résoudre les questions liées à l'isotopie, ni à décrire suffisamment bien la complexité qui se cache derrière cette notion. Mais voilà, je vous ai néanmoins introduit
j'ai néanmoins introduit cette notion dans notre cours pour que, voilà, voilà, un jour, hein, quelqu'un de vous puisse repartir de là ou faire référence à ça aussi. Donc voilà pour ce qui est voilà pour ce qui est de l'isotopie, et voilà pour ce qui est de notre cours qui arrive là maintenant à sa fin. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce cours. Je tiens juste à vous dire, je ne suis pas très fort dans l'énonciation et dans la formulation de discours triomphants ou de remerciements, de gratitude, etc. Je suis une personne assez timide et modérément maladroite. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais une chose, je tiens à vous dire quand même une chose. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous m'avez... déjà pour les bons moments passés ensemble, parce que de mon côté, moi j'ai passé des bons moments avec vous. Et j'espère que au moins certains d'entre vous peuvent avoir... J'espère que certains d'entre vous peuvent avoir par moment, pas tout le temps, parce que je sais que par moment en cours c'est chiant. Par moment, moi je finis par être ennuyeux, par être redondant, par être un peu peut-être même à côté de la plaque par rapport à vos attentes et tout. Mais voilà, j'espère que vous aussi vous avez passé quelques moments, je dis pas intéressants ou plein d'enthousiasme, mais au moins vaguement stimulants. J'espère vous avoir laissé quelque chose, bien évidemment. Mais je vous remercie pour les bons moments passés ensemble, parce que de mon côté, moi j'ai beaucoup aimé votre compagnie. Mais j'ai beaucoup aimé, et ça c'est le deuxième point auquel je tiens, c'est de vous remercier, de vous dire à quel point vous m'avez appris des choses. Le fait de parler avec vous m'a appris des choses, et donc je tenais à vous remercier pour toutes les choses que directement ou indirectement, votre intelligence, vos connaissances, comment dire, formées au préalable, donc les connaissances avec lesquelles vous êtes arrivé en cours. Donc à la fois votre intelligence et vos connaissances m'ont permis d'avancer, m'ont permis de mieux définir mes sujets et m'ont permis de comprendre tout un tas de choses que sinon je n'aurais pas compris, ou je n'aurais pas compris aussi vite ou de façon si nette. Et donc ces choses-là, je vous dis ça parce que ces choses-là sont les choses qu'on a tendance à oublier, ce sont les choses qu'on a tendance à ne pas montrer. C'est difficile de montrer à quel point, pour un enseignant, à quel point ses étudiants l'inspirent, le conseillent dans sa démarche, l'orientent dans sa démarche, le soutiennent, hein, le supportent, lui permettent d'aller plus loin dans sa réflexion. Et c'est pour ça que voilà, du moment qu'on a rarement l'occasion de montrer à quel point il y a un retour, hein, il y a un feedback qui est sans cesse, et qui va dans les deux directions et non seulement dans une direction. Voilà, je tenais à vous remercier pour cela aussi. Et une dernière chose, voilà, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde ira bien. Et moi je vous laisse avec un geste, voilà, je vous embrasse, hein, de loin. Je vous embrasse et je me permets, voilà, ce dernier petit geste, par ailleurs interdit, mais vu qu'on est dans la sphère dans la sphère du réseau, hein, internet, on peut se le permettre. Je vous embrasse de loin et je vous remercie encore une fois pour votre intelligence et pour votre présence qui à présent m'est si chère et que je garderai avec moi, hein,
dans les semaines à venir, dans les mois à venir et dans les années à venir comme quelque chose qui, je le garderai comme quelque chose qui m'a enrichi et qui m'a donné des vrais moments de bonheur passés ensemble. Et votre présence a été centrale dans cette sensation de bien-être, de bonheur que le fait de faire ce cours m'a permis de vivre. Merci beaucoup et je vous embrasse et je vous dis au revoir.